Bonjour à tous et bienvenue pour ce club expert flexible. Vous vous êtes ennuyé grave pendant l'heure et demie qui nous précédait en regardant le match de l'équipe de France. On espère que vous allez vous amuser et surtout vous informer pendant la demi-heure qui vient. Pendant cette demi-heure, on va s'intéresser aux faits marquants sur les marchés financiers et sur le monde économique depuis le début de l'année. On va s'intéresser aux choix de nos gérants. Et puis, puisque c'est le titre de notre émission, on va regarder quels sont les vents porteurs aujourd'hui sur les marchés. Nos invités, François Rimeux, stratégiste à la Française AM. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Taïeb, gérant de fonds chez Sycomore AM. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comme à l'accoutumée, il y aura du beau jeu, il y aura du rythme avec notamment vos questions relayées par Georges Delataille. Tout à fait, et comme à l'accoutumée, les règles ne changent pas. Vous commencez à bien les connaître. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. Il y a déjà une bonne vingtaine de questions qui ont été posées, donc on va essayer d'en poser encore beaucoup. Bien, on va essayer de faire en sorte que le bloc joue haut, joue rapide avec pour objectif de marquer des buts. Donc sans transition, on attaque tout de suite notre première partie sur les éléments marquants de ce premier semestre 2018. Des marchés où il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés de taux, tendance haussière, tendance baissière, beaucoup de rythme avec des faits marquants. Allez, si je vous demande à chacun, pour vous, le ou les faits marquants, on commence par le fait marquant pour vous, François Rimeux. Le fait marquant, il est politique. Il est politique à différents niveaux. Il est politique en Italie, politique en Europe de manière générale, et il est politique évidemment avec la guerre tarifaire qu'est en train de mener Donald Trump envers tous les pays qui ont une balance commerciale qui est excédentaire avec les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, etc. Question provocatrice. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Il est en train de faire ce qu'il nous a dit lors de sa campagne. Exactement, mais le marché l'avait un peu oublié. Si on se remet un peu dans le passé, pré-élection de Trump, le marché avait très peur. Peur justement de ces craintes protectionnistes, etc., qui sont très négatives pour la croissance. Petit à petit, le marché s'est mis à penser qu'il allait faire que les côtés un peu positifs, donc les baisses de taxes, etc. Malheureusement, on se retrouve un peu rattrapé par la réalité. Il fait ce pourquoi il a été élu. Et là, il est en train d'attaquer le volet protectionniste sur cette année 2018. Et c'est un peu un réveil pour les marchés. En fait, ça va vraiment arriver. En tout cas, ça pourrait vraiment arriver. Ok, on va revenir, on va rentrer dans le détail. Alexandre Taïeb, pour vous, fait marquant de 2000. Effectivement, la même inquiétude que François sur Trump et la guerre commerciale. Ça a beaucoup inquiété les marchés récemment. C'est normal, on est dans une espèce d'escalade. On a un risque quand même qui est à la fois récessionniste pour le monde, puisque c'est la première économie mondiale d'une part, et un risque inflationniste avec le protectionnisme. Donc on rentrerait dans une phase de ralentissement beaucoup plus prononcée. Et d'autre part, effectivement, un risque politique qui est plus... plus intérieur à la zone euro, avec les élections en Italie. On va être honnête. Élections en Italie, oui. Vous étiez hier en Italie, vous étiez hier à Rome, donc oui. Vous allez être un peu ce soir notre envoyé spécial sur la situation italienne. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui en Italie ? L'état d'esprit, c'est qu'on a une coalition aujourd'hui entre le mouvement 5 étoiles d'une part et la Ligue d'autre part, donc les populistes d'extrême gauche et d'extrême droite, donc une coalition non orthodoxe, avec un mouvement 5 étoiles qui s'occupe du programme économique, donc très social, avec des réformes et un programme qui comprend la réforme des retraites, le revenu universel ou le revenu minimum pour tout le monde, et la flat tax. Et d'autre part, on a une ligue qui s'occupe des questions migratoires, qui est la question centrale aujourd'hui en Italie. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a le mouvement 5 étoiles qui découvre le pouvoir d'un côté et une ligue qui est encore en campagne pour essayer d'avoir le pouvoir à elle toute seule. Et aujourd'hui, ça se transmet au sondage. Salvini est en tête, c'est vraiment l'homme fort de l'Italie aujourd'hui. Et ça représente un risque assez fort, et pour l'Italie d'une part, et pour la zone euro d'autre part. Parce que là, Salvini décide, dans un premier temps, de se plier aux contraintes européennes, je cite pour le coup, mais à partir de l'année prochaine, s'il est toujours aussi fort, il ira dire non à la zone euro et à Bruxelles quand il le jugera nécessaire, ce qui n'a pas été fait avant. Alors, sentiment général justement sur ce qui se passe sur la zone euro. On a aujourd'hui la Grèce qui revient sur les marchés. Quand il y a eu la crise grecque, on nous a dit « Oh là là, vraiment, il y a une inquiétude qu'on doit avoir, c'est si jamais ça se propage à l'Italie et à l'Espagne. » Et aujourd'hui, on a la Grèce qui revient sur les marchés et l'Italie qui est en difficulté. Est-ce que la zone euro peut à nouveau exploser, François Rimeux? Non, je ne pense pas du tout. La zone euro, en tout cas, elle ne va pas exploser à court terme. Les problématiques italiennes sont des problématiques politiques, mais on n'est pas en train de parler de la Grèce qui représentait une toute petite partie du PIB européen qui était très gérable. L'Italie, c'est un très gros morceau. Si l'Italie sort de la zone euro explose. Et aujourd'hui, on
a X garde-fous qui ont été mis en place par la BCE avec différents systèmes comme le SM, etc. Et tout ça, ça sauvegarde quand même un peu la zone euro. Donc, à notre sens, il n'y a pas vraiment de risque d'explosion de la zone euro à court ou moyen terme. À horizon de quelques années, en plus, personne ne sait comment faire pour sortir de la zone euro. Personne n'est prêt. Donc, ça paraît difficilement envisageable. Votre sentiment, puisque justement, si on regarde d'un point de vue économique, Oui. les choses ont un peu été adoucies, on va dire, puisque le Premier ministre des Finances de l'économie avait été retoqué alors que c'était un eurosceptique. On voit toutefois qu'au niveau du Parlement, les eurosceptiques sont à des postes de responsabilité. Quelle est la réalité de la position italienne par rapport à l'euro? Alors, ils ne sont pas anti-euro. Aujourd'hui, ils s'affichent comme étant pro-euro, ils utilisent l'euro, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Je suis d'accord avec François sur le fait que l'implosion de la zone euro aujourd'hui est assez peu probable. Néanmoins, il y a deux chemins si on se positionne à long terme, à mon sens. C'est soit aller vers plus de mutualisation des dettes, via eurobonds, pourquoi pas, soit vers plus de populisme. Et aujourd'hui, on se rend compte que le populisme est présent. Il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, on a eu des élections en France. Les partis populistes étaient bien placés, et dans les sondages et dans l'élection. Donc c'est un mouvement qui est en train de grandir de plus en plus. Là, c'est la troisième économie de la zone euro qui est dans ce cas. Donc, je ne dis pas que c'est probable, mais on ne peut pas éviter ce Question risque. provoque à tous les deux. Quelle est la coalition la plus faible? La coalition de Cinque Stelle et de la Ligue en Italie ou la coalition d'Angela Merkel en Allemagne? Aucune qui est très forte aujourd'hui. Angela Merkel a des gros problèmes avec son ministre du Travail, qui est lui sur une ligne migratoire beaucoup plus dure et qui se rapproche un peu de la position italienne. Ils ont un conseil là qui va être assez compliqué, plus l'Union européenne qui se réunit pendant le week-end. Donc la question migratoire, elle est italienne, mais elle est aussi générale à l'intérieur de la zone euro. Et on a parlé d'X pays qui ont justement une diatribe très anti-immigration. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort actuellement en zone euro. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait très bien avoir les deux, en fait. Plus d'intégration Oui. et en même temps une ligne beaucoup plus dure sur l'immigration, parce qu'in fine, c'est ce que veulent les peuples. Et tous les sondages le montrent. Hein. Et finalement, il n'y a que quelques pays où le côté on accueille les migrants, etc., reste assez fort. Et en plus, en général, uniquement en parole et beaucoup moins en acte. Donc, cette question-là, en tout cas, la dynamique, elle semble assez claire. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas grand-chose de très stable aujourd'hui. La coalition allemande peut exploser ce week-end. Et l'Italie, ça peut prendre un peu plus de temps, mais elle ne paraît pas très stable à raison de quelques mois. Hein. Je suis assez d'accord, j'apporte juste une précision sur la coalition italienne, on ne peut pas vraiment parler de coalition. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement 5 étoiles qui s'occupe du programme économique d'un côté et la Ligue qui s'occupe de toute la problématique migratoire. Donc on a vraiment... Quand on arrive au Parlement, les deux côtés lèvent la main quand il faut voter la loi, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Et tout ça est piloté par Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Et voilà, ils ont bien découpé le programme en deux. Chacun est dans sa zone, personne n'ennuie l'autre. Et puis ça fonctionne comme ça. Combien de temps ça va durer? En moyenne, les gouvernements italiens durent un an et demi. Est-ce qu'on pourrait envisager une situation italienne à la situation portugaise? C'est-à-dire, les Portugais, finalement, ont changé de gouvernement il y a de cela quelques temps. On a eu des gens qui nous ont dit on va respecter les règles de l'Europe. Mais on ne va pas appliquer les remèdes que nous donne traditionnellement l'Europe, et puis on va remettre de l'argent, abandonner l'austérité, etc. Est-ce que finalement, ça pourrait arriver en Italie, ça? Oui, c'est une possibilité, parce que quand on voit le programme, il y a beaucoup d'augmentation des dépenses, mais on ne sait absolument pas où est-ce qu'on va trouver l'argent. Ça, tout le monde le dit. Hein. Enfin, pour l'instant, ils ne savent pas encore, ils vont publier leur budget en septembre. En revanche, en termes de politique intérieure, le Portugal est passé extrême gauche, disons, alors qu'on a plus un côté extrême droite en Italie. Donc là, il y a quand même des différences substantielles en termes de politique intérieure. Mais vis-à-vis de la zone euro, effectivement, la négociation des règles de la zone euro va être mise en place, oui. Bien, messieurs, donc le fait marquant de ce début de semestre, on a dit politique, aussi bien du côté États-Unis que du côté européen. Moi, j'ai envie de vous amener du côté des politiques monétaires, parce que... on a la Réserve fédérale américaine qui a relevé ses taux. On nous avait dit que finalement, ça serait 3 fois. Maintenant, on nous dit que ça sera 4 fois. Ça, c'est pas un fait majeur, François Rignot? Ça ne change pas énormément sur le pricing. Quand on regarde les dots 2018, donc chaque membre de la Fed qui vote et qui donne son taux en fin d'année, finalement, on a 2 mouvements de hausse et d'une seule hausse. Ça ne change pas énormément la phase du monde quand même. On est sur une phase de normalisation monétaire aux États-Unis. Ils vont monter les taux. Et tant que la croissance est là et tant que l'inflation est là, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Et donc la direction est très claire. Hein. Tant que ça tient, ils vont monter les taux. Jusqu'à ce que la croissance revienne. Ok, Alexandre Taïeb, là aussi, on a Mario Draghi qui a finalement
finit par nous dire, voilà, on fait 30 milliards jusqu'au mois de septembre, on va rajouter 15 milliards supplémentaires jusqu'au mois de décembre, et puis on remontera nos taux après, plus tard. Ouais. Là encore, Pas changement de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, tout le monde s'en moque? Non, c'est pas vraiment un changement de cap. En fait, Mario Draghi a un ton, notamment dans ses discours, qui est extrêmement accommodant. Rajouter 15 milliards, c'est pas neutre sur les 3 derniers mois de l'année. Et en plus, il y a le renouvellement des lignes qui arrive à échéance. Donc la BCE continue d'acheter. Elle renouvelle, mais elle n'achète pas plus. Quant à la remontée de taux, ils en ont eux-mêmes pas discuté, d'après ce qui a été dit. Donc on s'attend à minima à mi-2019, mais pas avant. Donc, pour moi, la politique Sachant de la qu'après BCE reste 2019, on rappelle que Mario Draghi quitte ses fonctions au mois d'octobre. Oui. Donc, à mon avis, il ne prendra pas le risque d'entrer dans un cycle de hausse de taux. Il laissera ça à son successeur. D'accord. Si on regarde ça, c'est les conséquences sur les marchés. On avait vu le 10 ans américain passer au-dessus des 3%, il est repassé en dessous. La hausse des taux est terminée aux États-Unis? Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la politique monétaire qui joue sur les taux longs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les craintes de guerre commerciale, les problématiques politiques, etc., tout ça joue sur les niveaux de valorisation. Aujourd'hui, c'est ça qui cape en fait la hausse des taux, surtout aux États-Unis. En Europe, c'est très différent. En Europe, on a les problèmes de profondeur du marché sur les obligations allemandes qui empêchent finalement le boom de monter. Mais aux États-Unis, la problématique... Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de titres. Oui, et c'est pour ça, entre guillemets, que le QE va s'arrêter maximum en fin d'année, parce que de toute façon, il n'y a plus de titres à acheter en Allemagne. Donc, ils émettent de moins en moins, on en a acheté énormément, donc il n'y a plus vraiment à la de rigueur, possibilité. on pourrait changer la règle. Ah, on pourrait dire, là, non, on va racheter les titres. Si on est dans la logique de la mutualisation, un dogme de la BCE qui on pourrait dire, on va racheter les titres des autres. Encore. Donc, on n'y est pas encore à la mutualisation. On n'y est pas. En tout cas, on l'assume pas. Ok, sur la partie action, là aussi, on a un peu le sentiment que les marchés sont capés, qu'ils n'arrivent plus vraiment à monter, qu'ils n'arrivent pas non plus à baisser, et que ça ressemble un peu à France-Danemark. Oui, c'est quand même, il y a plus de rebondissements pour le coup. Non, sur le marché action, il y a différents facteurs en fait qui font évoluer le marché. Le facteur macroéconomique, aujourd'hui, on n'a plus tellement de surprises positives. On ne s'attend pas à ce que les chiffres soient de mieux en mieux. Donc on devrait avoir plutôt des petites déceptions. Ensuite, on a le facteur banque centrale qui est très attendu. Il n'y a pas vraiment de changement de cap, ni de la Fed, ni de la BCE. Pardon, mais la BCE, il a quand même été super cool l'autre jour. Bah oui. Il donne une visibilité qui est... Totalement. C'est extraordinaire d'avoir un banquier central qui donne 1 an et demi de confort aux intervenants en disant « mais vous inquiétez pas, il y aura de l'argent, on ne va pas remonter les taux ». C'est le seul. Et effectivement, Draghi, de mémoire, n'a pas fait de mauvais choix pendant son mandat. Et effectivement, il a été, comme vous dites, super cool. Et à chaque fois qu'il parle, enfin très souvent, il a tendance à détendre les marchés. Donc on a une séance de hausse, mais c'est très court à chaque fois. Et donc en fait, on se rend compte que les marchés actions évoluent dans une espèce de couloir. Alors si je dois prendre l'exemple de l'Eurostoxx, on est entre 3200 et 3700 points depuis 1 an maintenant, 1 an glissant. Et on devrait continuer comme ça. On a pas mal de volatilité à l'intérieur de ce corridor. Et on se rend compte que le seul facteur aujourd'hui qui fait vraiment monter le marché, mis à part des annonces de Draghi, c'est la publication des résultats. Et les bonnes publications de résultats, là sur le facteur micro, cette fois, le marché peut se concentrer et reprendre quelques points de hausse. Mais à chaque fois, c'est très très court et aujourd'hui, c'est difficile d'être stratégique. Il vaut mieux être tactique. Allez, d'autres questions sur cette partie-là relayées par Georges Delattre. Les internautes demandent de voyager, à part les États-Unis et l'Europe, est-ce qu'il y a d'autres faits marquants dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants à part les États-Unis et l'Europe? Oui, les États-Unis sont liés à la Chine aujourd'hui, donc il y a la Chine qui est quand même dans le lot. Le marché chinois a pas mal baissé, le marché action chinois a pas mal baissé sur les menaces de guerre commerciale et sur l'escalade en fait. C'est surtout l'escalade et le doute qui est mis par Trump qui concerne la Chine. Donc sur les actions onshore, on est à moins 10% depuis le début de l'année, en euros, je précise. Oui, la Chine est concernée aussi, et surtout quand on dit les États-Unis, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement les États-Unis, c'est un risque mondial. Donc les émergents sont une problématique également. Alors si on rentre dans le détail des émergents, il y a la Chine certes, mais il y a aussi le Brésil qui est dans une instabilité politique et économique, avec la grève, que ce soit des transporteurs ou des services pétroliers, qui pourraient retomber en récession. On a, pour rappel, le Mexique la semaine prochaine qui a des élections avec la personne qui est en tête, qui est un anti-Trump absolument absolu. Donc oui, il n'est pas prêt à financer le mur. Pas vraiment, non.
Pas vraiment. Donc oui, il y a pas mal de problématiques et malheureusement, je ne trouve pas de point, en tout cas dans le monde aujourd'hui, je ne trouve pas une zone en particulier qui soit extrêmement positive. C'est souvent des problématiques négatives pour le coup, et politiques. François Rémy, qu'est-ce qu'il faut penser du pétrole et de son impact sur l'inflation? On sent bien que les prix ont été tirés par cette flambée du baril que personne n'avait véritablement anticipé. Les accords qui sont en train de se mettre en place ont plutôt tendance à calmer le jeu ou tout est totalement incontrôlable sur le sujet? Non, c'est pas incontrôlable, mais en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose. On a un déficit d'offres qui est d'environ 500 000 barils par jour en ce moment. Suite à la réunion de l'OPEP, on va quasiment rester au même niveau, puisqu'on va augmenter les capacités de production entre 700 000 et 1 million de barils, puisque tout le monde ne pourra pas respecter complètement ses quotas. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas changer vraiment la dynamique, étant donné les chocs d'offres qu'on avait eus sur la Libye, le Venezuela et d'autres pays. Donc, l'Iran, évidemment, avec les sanctions américaines à venir. Donc, la hausse du marché du pétrole, aujourd'hui, elle est bien inscrite depuis le début de l'année, et on est toujours en déficit d'offres. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour que le pétrole ne se maintienne pas à minima sur des niveaux qui sont autour de 75 $ le baril, voire un peu plus. Et ça, c'est plutôt inflationniste, et qui dit inflation dit la Fed qui continue à remonter ses taux, etc. etc. Donc oui, plutôt positif pour l'inflation, clairement. Ok, parfait. On vient donc de faire le tour des faits marquants de ce premier semestre 2018. On passe donc maintenant à notre seconde partie pour savoir comment vous avez géré vos portefeuilles dans cet environnement-là. Jingle. Allez François Rémy, comme vous êtes de mon côté, on va parler de votre gestion. On parle de quoi? De la française multi-asset income ou plutôt de multistratégie obligataire? Plutôt multistratégie obligataire. On rappelle le concept du produit? Oui, multistratégie obligataire, donc c'est un fonds de rendement absolu sur toutes les classes d'actifs obligataires, mais c'est vraiment obligataire au sens large. Donc c'est aussi bien Europe qu'États-Unis, émergents et autres, et c'est aussi crédit, obligations gouvernementales, inflation, donc c'est vraiment l'obligataire au sens très large. Long, short. Ok. Depuis le début de l'année, vous êtes en léger recul? Oui, c'est ça. Ok. En pratique, dans cet environnement de taux faibles et de mouvements des politiques centrales, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on a plusieurs paris aujourd'hui dans le fonds. La première, ça concerne les points morts d'inflation. Donc c'est quand on achète des obligations indexées sur l'inflation et qui sont couvertes par des obligations nominales. Et donc la base, c'est clairement qu'on pense que ce que price le marché aujourd'hui en termes d'inflation pour les 10 prochaines années est trop faible et qu'on a une dynamique macroéconomique qui est positive pour l'inflation. Et là, si on écoute ce que nous disent les banques centrales, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE, les deux nous disent qu'elles n'ont aucun problème à laisser filer l'inflation. Au contraire, la BCE serait ravie que l'inflation overshoot par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça permettrait de dire qu'enfin on a atteint ce fameux objectif. Exactement. Alors que maintenant, on est en train de nous dire qu'on n'y arrivera pas. On sera en dessous, mais on n'y arrivera pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, et quand on écoute la Fed, c'est pareil. La Fed va continuer à monter ses taux et ils n'ont aucun problème à voir l'inflation être au-dessus du target. C'est pas ça qui va les faire accélérer non plus leur rythme de hausse des taux. On a vécu pendant des années avec une inflation en dessous de la cible. On peut très bien vivre quelques années avec une inflation au-dessus de la cible. Donc les banques centrales sont plutôt de notre côté là-dessus. Les banques centrales, elles veulent de l'inflation. Ok, aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en duration positive ou en duration négative? Duration quasi neutre. Quasi neutre parce qu'on est long de crédit européen pour faire court et on est couvert avec des obligations nominales allemandes principalement. Les taux allemands sont avec des taux réels à moins 1,50, voilà. On sait pourquoi, mais le niveau de valorisation n'a rien à voir avec les fondamentaux économiques, évidemment. Ok. Alexandre Taïeb, on fait un point sur ce que vous avez fait avec Stanislas de Baillencourt, puisqu'on nous pose la question de savoir où est Stanislas. Il n'est pas là. Il a passé son tour aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur la gestion du portefeuille de Sycomore Allocation Patrimoine? Vous l'avez compris, globalement, on a une vue qui est extrêmement prudente et ça se retranscrit sur notre exposition actions, c'est-à-dire qu'on a évolué entre 20 et 25% d'actions depuis le début de l'année, donc très prudent. On a une majorité de notre exposition qui est en bond picking, donc sur l'obligataire plutôt long crédit, notamment high yield, sur des durations courtes, donc des obligations qui apportent encore un peu de rendement, qui apportent un peu plus de rendement depuis le début de l'année puisque les spreads se sont légèrement écartés. On a un biais géographique européen qui est structurel, qui est certes structurel, qui est habituel, puisque vous n'investissez pas, vous investissez traditionnellement dans des titres. Oui, absolument. Plutôt dans des titres européens. On se diversifie un peu sur des titres, que ce soit japonais ou émergents. On a très peu d'US aujourd'hui, et le peu d'US qu'on a eu, c'était notamment sur la tech. Donc ça, c'était pas trop mal, puisque en termes de momentum, ça a bien marché. Je vois le dernier reporting, encore beaucoup de monétaires. Il y a quasiment de 30% de monétaires.
Oui, on est en position d'attente. On est en position d'attente pour... Ça veut dire quoi? C'est une position de gestion du risque ou c'est une position de se dire, mais on pense qu'à un moment, les marchés ne tiendront pas et ça va nous donner des opportunités? Alors, on pense qu'on ne sait pas. On pense qu'on ne sait pas. Et donc, d'une part, il y a la gestion du risque. Il y a deux choses dans la gestion du risque. Premièrement, la diversification du fonds, qui est extrêmement diversifié et qui a pas mal de lignes. Et deuxièmement, la partie cash, qui est assez élevée aujourd'hui, mais qui nous permettra de saisir des opportunités, évidemment, si le marché baisse plus. Donc, au fur et à mesure de la baisse, et ça, à mon sens, ça devrait continuer, puisque Trump n'a pas fini avec sa guerre commerciale, au moins à faire des menaces, on se réallouera au fur et à mesure de la baisse sur le marché action. Pour rappel, le fonds peut aller jusqu'à 60% actions. Donc aujourd'hui, on a un tiers à peu près de cette exposition-là. Je reviens 2 secondes quand même sur cette situation de Trump. On voit que c'est un peu l'escalade. Après les tarifs douaniers, on est arrivé à nous expliquer que maintenant on allait mettre des contraintes dans les investissements des Chinois qu'ils allaient faire dans les entreprises technologiques américaines. On nous dit, Trump de toute manière, il ne faut pas... On nous dit tout son contraire, mais là, ces derniers temps, on nous dit Trump ne fait pas s'affoler, c'est sa méthode de négociation. Est-ce qu'on en est encore à la méthode de négociation ou est-ce qu'on en est sur le fait que finalement, il veut resserrer les robinets partout et que ça, dans son esprit, ça sera comme ça et pas autrement? C'est le problème des marchés avec Trump, c'est qu'il dit tellement l'inverse et son contraire une semaine sur l'autre, entre le moment où il était en campagne, le moment où il était au pouvoir, etc. C'est que les marchés ont pris l'habitude finalement de ne pas vraiment croire ce qu'il disait et de se dire toujours non mais c'est juste une période tactique de négociation, il ne le fera jamais parce qu'il sait bien que l'impact que ça aura sur les actions américaines, on sait qu'il est très sensible sur le sujet, etc. Et en fait, c'est un peu un vœu pieux peut-être de la part des marchés, d'espérer que ce ne soit qu'une tactique de négociation et qu'il n'y ait jamais rien de réel derrière. Si jamais on a une application de ce qui a été annoncé, parce que pour le moment, tout ce qui a été annoncé, il y a réellement très très peu de choses qui ont été mises en application, donc c'est complètement logique qu'on n'ait aucun impact macroéconomique. Mais si jamais ça vient à se mettre en application tout ce qui a été annoncé, donc les 25 milliards suivis des 200 milliards, etc., à un moment donné, ça peut être pénible le réveil. Ça peut être un peu pénible. Le choc de confiance, le choc sur le sentiment négatif, c'est quelque chose qui est très difficile à capter en termes macroéconomiques. On sait bien regarder combien est-ce que ça coûte en termes d'importation, d'exportation, mais après le choc de confiance, etc., c'est difficile à analyser. Georges, des questions? Oui, on a une question sur l'Allemagne. On nous dit, est-ce qu'il n'y a pas une vraie opportunité à aller en Allemagne? Parce que le DAX, depuis un an, a beaucoup baissé versus le CAC 40 qui a beaucoup monté. Donc il y a un vrai écart alors que ça ne se voit pas dans les sociétés. Oui, effectivement, il y a une opportunité en termes de valorisation d'une part, mais d'autre part, l'Allemagne est quand même très très exposée au commerce international et donc à la guerre commerciale de Trump. Elle est même en première ligne si on considère la zone euro. Enfin, on est entre nous, ou presque, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais juste, quand Daimler nous dit je fais un profit warning, c'est la faute de Trump. Est-ce que c'est vraiment la faute de Trump ou est-ce que maintenant, quand on est un peu exportateur, quand on va avoir annoncé une mauvaise nouvelle au marché, on va dire c'est pas compliqué, on va sortir l'épouvantail Trump, ça va très bien marcher comme ça? J'espère que ce ne sera pas ça et que les résultats seront plus honnêtes que ce qui a été sorti par Daimler, mais effectivement, Trump peut être utilisé comme une excuse. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est comme l'exemple d'Harley Davidson qui délocalise une partie de sa production en Thaïlande, de mémoire. Trump a dénoncé le fait qu'il l'utilisait comme excuse, et effectivement, ils avaient prévu de délocaliser avant même que Trump annonce ses tarifs. Donc effectivement, la guerre commerciale peut être utilisée par les sociétés comme une excuse, on espère que ce ne sera pas le cas. Ok, on a une autre question qui on nous dit, depuis le début de l'année, ce sont les actions qui sont déjà chères qui ont tiré les marchés. C'est vrai, en début d'année, on avait dit, bah oui, on va quitter la croissance pour aller à la value, vers la value, etc. Ça a un petit peu marché, ce retournement croissance-value, ça a été très bref. Finalement, c'est ce que je disais en préambule, les marchés se concentrent sur les publications de résultats. Et force est de constater que les valeurs qui sont chères sont celles qui produisent de très bons résultats, que ce soit la technologie aux US d'une part, mais le luxe aussi concernant le CAC 40. On a vu les Kering, LVMH et autres. Les publications de résultats au premier trimestre ont été très bonnes et ont surpris à la hausse. Donc il est quelque part logique que ces valeurs soient chères aujourd'hui. Ok, parfait. On hisse les voiles maintenant pour la dernière partie de la régate. Où trouver des ventes porteurs? Jingle. François, ça vous fait rien? C'est la partie difficile, hein. On va pas se mentir. Ça génère beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin. Alors,
Un premier choix, vous me diriez. Un premier choix, j'en ai déjà parlé, nous on est très exposés à l'inflation, on pense que l'inflation va monter, on pense que les banques centrales sont derrière nous, et donc ça on le joue. Alors, juste, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'inflation va monter pour des raisons de fond, c'est-à-dire déséquilibre de l'offre et de la demande, ou est-ce que ça va monter pour des raisons techniques? Parce qu'entre guillemets, vous mettez des taxes sur le tabac, c'est pas compliqué de faire monter l'inflation. Vous avez le pétrole qui monte, c'est pas compliqué de faire monter l'inflation, mais pour autant, c'est pas véritablement de l'inflation. L'inflation, c'est un peu de tout ça. L'inflation, pourquoi est-ce qu'on pense que l'inflation va monter? D'abord, si la guerre commerciale s'intensifie, c'est a priori plutôt inflationniste. Les baisses des taux de chômage dans différents pays, aux États-Unis évidemment, mais aussi dans toute une partie du nord de l'Europe, c'est inflationniste à terme pour les salaires. La BCE a publié un indicateur sur les salaires négociés qui sont en hausse de 1,88%, c'est le plus haut depuis le premier trimestre 2013. On a quelques signes inflationnistes réels. 1,88%. C'est mieux que l'inflation spot qu'on a en zone euro. Donc on a quand même différents signaux qui sont plutôt à une remontée graduelle, j'insiste sur le mot graduel, de l'inflation. On n'est pas en hyperinflation, très très loin de là, c'est pas le sujet. Mais quand on regarde ce que price le marché sur l'inflation aujourd'hui, on est sur des niveaux assez faibles. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a un petit peu à aller gratter là-dessus. Et en plus, c'est plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que si le risque s'accentue sur le côté guerre commerciale, Trump, etc., c'est un actif qui va en profiter. Qui devrait en profiter. Ok, donc vous, votre stratégie, c'est pas simplement d'acheter des obligations indexées sur l'inflation. C'est d'acheter des obligations indexées sur l'inflation et de les couvrir par les taux nominaux pour n'être exposé qu'à la partie inflation et pas justement aux taux nominaux qui, eux, vont souffrir forcément si on a une D'accord, donc période ça c'est un peu le côté risquée. un peu, je cherche de la performance absolue sans m'impliquer d'un point de vue directionnel dans ce qui se passe sur le marché. C'est ça, parce que on vient d'en parler pendant une demi-heure, le côté directionnel aujourd'hui, il est lié au tweet de Trump. C'est quand même quelque chose qu'on a du mal à maîtriser jour après jour. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens aux États-Unis qui ont du mal à maîtriser ça aussi dans son entourage. Donc c'est difficile de prendre des paris très marqués aujourd'hui sur un actif X ou Y, parce qu'on est toujours assujet à n'importe quelle nouvelle qui sort de son chapeau. Alexandre Taïeb, où est-ce que vous allez chercher du vent? Sur le crédit high yield, premièrement, de manière générale, il reste encore un peu de C'est rendement à aller structurel chercher. chez vous. Oui. Il y en a toujours, ça doit représenter environ les 2 tiers de la portefeuille Ouais, c'est de la ça. poche obligataire Aujourd'hui, depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Aujourd'hui, on est à 3,5 à peu près de rendement embarqué. Donc, Alors, parlez-moi d'actions alors. ça reste intéressant. Sur les actions. On a beaucoup de questions sur où on va en action. François a parlé de l'inflation et on a justement évoqué le pétrole par rapport à ça. Les valeurs pétrolières peuvent être encore intéressantes parce que le prix du baril ne devrait pas fortement baisser parce qu'il est quand même bien contrôlé par l'Arabie Saoudite. On pourrait le laisser même dériver un petit peu à l'hausse, on peut revoir un Brent à 80 $. Et en plus, maintenant que le Brent est à 74-75, les valeurs pétrolières profitent de contrats avec ces nouveaux prix-là. Et ça va durer pour plusieurs mois, plusieurs années. Donc les valeurs pétrolières peuvent être intéressantes sur les actions. J'éviterais, ou du moins je sous-pondérerais les banques, parce que notamment problématique italienne, et on a vu que ça a secoué sur les banques, notamment récemment. Je vous interromps juste, qu'est-ce qu'il faut penser de la dette italienne? La dette italienne, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est soutenable? Non, est-ce que c'est une opportunité avec l'élargissement du spread ou est-ce que c'est dangereux? Je pense que le marché a un peu surréagi sur les parties courtes de courbe. Quand on est allé voir sur des rendements à un an, quasiment 2% de rendement, l'Italie ne va pas faire d'effort à horizon un an, c'est impossible. Donc si on est prêt à soutenir la vol, 2% pour du cash, on est quand même très bien rémunéré. Et c'est le cas dans différents pays. On parlait de certains pays émergents tout à l'heure. La Turquie, par exemple, a énormément souffert. Aujourd'hui, on a des obligations turques libellées en euros à maturité 2019 qui offrent 2-2,5% de rendement. C'est pas mal et c'est corrélé à rien. Ok. On revient vers vous, Alexandre Taïeb. Toujours sur les actions, difficile de trouver des opportunités dans les pays développés. Enfin, ce qui, entre guillemets, continue de marcher et ce qui a marché par le passé, à savoir, je le disais, la TQS, le luxe en Europe, les valeurs défensives baissent moins que les autres. On a trouvé en diversification une opportunité sur les petites capitalisations japonaises. J'insiste sur petites capitalisations parce qu'en fait, d'un point de vue macro, le Japon, pour moi, est une économie en recovery comme elle n'a pas été depuis 25 ans. Certes... ça fait 25 ans qu'on nous dit qu'ils vont se redresser. Oui, mais là, le redressement, j'ai envie de dire, est là pour une fois. On a une banque centrale qui est toujours en soutien, qui est toujours très accommodante, ça n'a absolument pas changé. Les deux soucis du marché japonais, c'est un, ils subissent un peu les dommages collatéraux de la guerre commerciale, mais un peu comme tout le monde.
Et d'autre part, les flux. C'est un marché qui est essentiellement drivé par les flux, notamment sur les grosses capitalisations. Sur les petites, on a des flux beaucoup plus domestiques. Et c'est là qu'on trouve une opportunité intéressante pour les mois à venir. Encore une fois, en diversification, ça doit peser 1% dans le fond aujourd'hui. Georges, une question. Oui, et du coup, on nous demande de manière très pratique, comment est-ce que vous anticipez d'abord l'été et après la fin du second semestre? Est-ce que l'été sera meurtrier? L'été va être volatile. On a les mi-termes qui arrivent après l'été, toute la diatribe de guerre commerciale voilà, ça va nous faire tout l'été, cette histoire. Un coup oui, un coup non. Donc l'été, il risque d'être un peu volatile. En plus, on sait qu'il n'y a pas toujours beaucoup de liquidités dans certains marchés pendant l'été. On se souvient de certains étés qui ont été quand même un peu sportifs, comme en 2015 avec la Chine. Là, la devise chinoise commence d'ailleurs à baisser depuis de 4-5% pour sans doute des raisons de guerre commerciale aussi en Chine. Donc été volatile. Possible en tout cas. D'autant plus, et là je remets ma casquette taux, et je reviens sur l'Italie du coup, on a le budget qui doit être publié en septembre, mais entre-temps sur l'été, il y a des échéances sur les agences de notation. Moody's a une perspective négative sur l'Italie et doit réviser la note, je crois que c'est en juillet. Il faut rappeler que l'Italie est à 2 crans du high yield. Donc il peut y avoir des révisions de Moody's, Standard & Poor's et Fitch courant de l'été, qui peuvent ramener de la volatilité forte sur les spreads italiens et donc sur le marché action européen aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces marchés plus volatiles, vous avez changé votre méthode de gestion? Est-ce que vous êtes plus réactif, François Rimeux? Plus réactif pour prendre les profits, oui. Sans doute. Et exactement la même réponse. Oui, oui. Plus réactif pour prendre les profits. C'est ce que je disais à un moment donné, on doit être peut-être un peu moins stratégique et plus tactique, au moins sur une partie du portefeuille dans cet environnement de marché-là. Alexandre Taïeb et François Rimeux, merci d'avoir été des nôtres pour ce club expert flexible. Georges, un petit mot? Oui, pour vous dire qu'on se retrouve mardi prochain pour faire un club expert immobilier. On garde la française en plateau avec une autre partie de la société, Primonial RM, Perial et Amundi Immobilier. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Ciao.